Le débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres, une émission de décryptage sur les grands sujets du moment. Le débat des hommes intègres, c'est sur la radio B24. Le débat des hommes intègres est votre émission qui décrypte les grands sujets du moment et donne la parole aux acteurs et spécialistes. Venez éclairer donc l'opinion sur les questions irrélatives. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio P24, bonsoir et bienvenue à votre émission. Depuis la Corée du Nord, l'Inde, la Tchétchénie, le Royaume-Uni, la Yougoslavie, l'Uruguay, la Colombie, le Mozambique et la Gambie, pour ne citer donc que ces pays-là, vous êtes nombreux à suivre nos programmes et nous faisons donc un clin d'œil particulier à nos auditeurs. Le débat des hommes intègres parle aujourd'hui du développement des entreprises nationales face aux multinationales. Développement économique, soutien des entreprises nationales, quelle stratégie face à la concurrence des multinationales, c'est le sujet autour duquel le débat sera donc mené aujourd'hui. Avec donc nos invités, M. Idrissa Diarra, politologue, géographe et panafricaniste du mouvement fédéraliste panafricaniste africain pour la création des États africains unis en moins d'une génération. Madame Yamego Nembika Irène, économiste responsable du service des études des dossiers de financement au Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE. Monsieur Alain Siri, économiste financier, spécialiste des politiques de développement, secrétaire permanent du PNDS, Plan national de développement économique et social. À la présentation de cette émission, Bourema Lankwande. Chers auditeurs, avant d'entrer dans les débats, nous allons préciser donc le rôle de chaque invité ici. Le secrétariat permanent du PNDS donc est chargé de la mise en œuvre du plan de développement économique et social PNDS. L'implication du secteur de l'emploi est beaucoup attendue donc dans le PNDS. La création d'emplois, le soutien à l'entrepreneuriat national en fait donc partie. Le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE est une structure donc promouvant l'emploi et donc un soutien donc à l'entrepreneuriat local et national. Monsieur Idrissa Diarra, panafricaniste, est mis par la volonté de voir une Afrique unie. Et par ricochet, son combat, c'est la valorisation de l'expertise, d'abord locale, régionale, nationale, africaine, et comme levier de l'émergence du continent. Alors pour commencer, chers invités, qu'est-ce que donc on peut entendre donc par développement économique? Quand peut-on dire qu'un pays est économiquement développé? Que renferme donc le développement? On va commencer par monsieur le panafricaniste. Merci de me faire cet honneur, monsieur Lankwande, puisque c'est vous-même qui avez voulu ce choix-là. Il faut dire que le concept de développement est un concept que l'on voit généralement comme un concept occidental. Et comme référence que je peux donner, on pourrait citer Rostov, qui a développé une théorie que l'on pourrait appeler théorie du développement selon la théorie du chemin de fer, qui suppose que certains pays qui sont très avancés et d'autres pays qui ne sont pas avancés sont obligés de suivre en fait leur trajet. Pour Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe, pour dire que c'est à l'exercice de chacun que chacun voit son développement et que le développement n'est pas quelque chose que l'on octroie. Et donc, le développement économique, selon notre entendement panafricaniste, c'est un développement qui intègre bien sûr les valeurs africaines, voilà, les valeurs africaines, la culture africaine, et qui n'est pas forcément calqué sur le modèle occidental. Globalement, je peux me résumer à ce niveau. Merci. On va demander la définition aux économistes. Nous avons donc deux économistes ici. On commence par Madame Yamego du FAPE. Qu'est-ce que c'est que le développement économique? Ce sont des termes qui sont largement discutés. Il y a plusieurs définitions, mais je me baserai sur plutôt des critères qui sont établis selon certaines normes communément acceptées. Et on peut dire qu'un pays ou une nation ou une entreprise ou une société est plus ou moins développée à partir de ces critères-là. Voilà, en général. Comme ça. Les critères, on n'a pas donné les critères. Les critères sont multiples. Pour les critères économiques, on va partir sur la base des calculs du PIB, le produit intérieur brut. On va parler de croissance économique en tenant compte de la variation de certains agrégats économiques. Maintenant, il y a les critères sociaux aussi, l'implication
la population, par exemple, pour aller voter. C'est important. Ça tient compte de tout ça. Et puis, je vais laisser Monsieur Siri. Je pense qu'il est plus dans le domaine. D'accord, il n'y a pas de oui, voilà. Ok, voilà, lui, il a des chiffres un peu plus récents, peut-être des derniers développements en la matière. D'accord. Bon, je partage en partie les développements des deux panélistes. Sur la question du développement, que effectivement c'est un concept assez complexe, qui est né de l'après-guerre, deuxième guerre mondiale, où on s'est rendu compte que tout le monde avait contribué à la libération du monde et au final, il y a des écarts en fait de niveau de vie entre les nations et par ricochet entre les individus aussi. Donc le concept de développement renvoie donc à un niveau de richesse, mais renvoie aussi donc à des niveaux de développement humain, développement social donné, donc le niveau d'éducation générale de la population. Quand vous allez dans un pays développé, quasiment tout le monde a le bac, au-delà du bac. Quand vous êtes dans les pays sous-développés, vous avez beaucoup d'analphabétisme, par exemple. Vous savez, dans les pays développés, l'accès aux soins est largement partagé, donc tout le monde a quasiment accès aux soins. Et dans les pays sous-développés, l'accès aux soins est contraint et limité. Vous avez l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, c'est les facteurs sociaux, des critères sociaux, qui est accessible à tout le monde dans les pays développés. L'accès à l'électricité, dans les pays sous-développés, vous n'en avez pas. Voilà un peu un faisceau d'indices, de critères comme ça qui permettent de partager entre les pays qui sont développés et les pays qui ne sont pas développés. D'accord. Alors, nous allons en tout cas rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le Burkina Faso fait partie des pays qu'on classe en voie de développement, parce que le terme pays sous-développé est désormais, j'allais dire, banni du vocabulaire. Alors, nous aspirons ici au Burkina Faso au développement, et nous sommes sur certainement la voie du développement. Alors, quelle est la politique de l'État en matière de développement économique, et surtout quand on sait que le développement aussi passe par le soutien des entreprises nationales d'abord. Monsieur le SP, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette politique de l'État en matière de développement? La politique de l'État en matière de développement économique et en particulier en matière de promotion de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, en fait est articulée autour, on va dire comme ça, de deux grands axes. Donc il y a la lutte contre les facteurs bloquants, les facteurs structurels qui bloquent en fait le développement économique du pays, le développement des entreprises, leur compétitivité. Et il y a donc aussi le deuxième axe, c'est le soutien aux entreprises pour faire face à des difficultés conjoncturelles pour les lever. En ce qui concerne donc le premier axe, c'est-à-dire comment briser les obstacles structurels au développement, à l'essor des entreprises. Le PNDS a véritablement fait le diagnostic nous confortant dans le fait qu'il faut travailler à rendre l'énergie disponible accessible, qu'il faut travailler à rendre l'accès à la finance plus aisé et l'accès à beaucoup plus d'entreprises, donc au type de financement, à des financements adéquats, l'accès à des routes pour transporter donc les produits de façon efficiente et efficace, et en gros l'accès aussi aux technologies de l'information et de la communication qui sont également essentielles en fait dans la compétitivité globale en fait des entreprises, mais également la formation technique et professionnelle, parce que une entreprise, quand bien même elle a un capital financier important, si elle n'a pas de ressources humaines compétentes, qualifiées, elle peut pas non plus atteindre sa pleine productivité. Elle reste comprimée dans une production qui est améliorable. Donc voilà un ensemble d'interventions pour briser les obstacles structurels. Et puis maintenant, dans
pour faire face dans l'urgence aux besoins des entreprises. Là, il y a toute une série de dispositions qui sont mises en place. Donc, les instruments donc de soutien. Madame dirige un service essentiel dans un des instruments de soutien qui est ça, le fonds d'appui à la promotion de l'entreprise. Mais il y a d'autres fonds qui accompagnent l'entreprise pour le financement, mais aussi même pour la formation. Il y a aussi la mise en place en fait de ce qu'on appelle des incubateurs d'entreprises qui sont, je vais dire, des complexes où on essaye de former en fait les entreprises naissantes. Donc la politique du gouvernement articule en fait tout ce type d'intervention voilà, en appui donc aux entreprises et à l'entrepreneuriat. D'accord. Le FAPE est un des instruments donc, pour soutenir donc, l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites donc, au niveau du fonds d'appui à la promotion de l'emploi dans le sens d'accompagner justement l'entrepreneuriat au Burkina Faso? Madame Yamé. En réalité, au FAPE, nous ne faisons que ça. Nous accompagnons l'entrepreneuriat, mais nous faisons du crédit à des taux très étudiés. On dirait que c'est pas une société avec... le fonds, en fait, n'est pas à but lucratif, mais c'est de cibler les populations qui sont exclues du système bancaire traditionnel et leur accorder des financements qui pourraient correspondre à leurs besoins. Nous donnons par exemple des montants qui vont de 1 500 000 francs à 10 millions de francs CFA. Et nous donnons des différés qui peuvent aller de 1 mois à 6 mois, jusqu'à 6 mois, en fonction de la saisonnalité de l'activité. Nous accompagnons ceux qui s'adressent à nous. Nous sommes représentés dans les 13 régions du Burkina Faso. C'est-à-dire que nous touchons même les populations qui sont les plus éloignées, mais au niveau régional. Donc ceux qui sont dans les provinces sont parfois obligés de se diriger vers les chefs-lieux de région. Nos représentations sillonnent aussi l'ensemble des provinces. Tout le monde peut s'adresser à nous. Nous faisons du crédit, nous offrons plusieurs produits. Il n'y a pas que le crédit direct de celui qui a un plan d'affaires ou qui a déjà une entreprise qui sollicite un financement, soit pour renforcer ses activités ou pour consolider, mais aussi ceux qui veulent créer. Nous les accompagnons avec le financement. Nous finançons aussi ceux qui sollicitent, qui soumissionnent, on dit, à des marchés publics et qui ont besoin d'une caution de démarrage. Ils peuvent s'adresser à nous aussi. Mais c'est essentiellement l'accompagnement aux entreprises, soit pour la création, soit pour la consolidation des entreprises qui existent déjà. Le débat des hommes intègres, c'est tous les dimanches de 14h à 15h sur votre radio en ligne, la radio B24. Participez à l'émission en tapant sur www.radiob24.com. Monsieur Diarra, comment appréciez-vous justement ces activités de soutien à l'entrepreneuriat national, les activités donc de l'État? Bon, il faut dire d'abord que ces activités de l'État sont à saluer. Cependant, d'un point de vue panafricaniste, voilà, je vais dire qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que la plupart de ces activités se fondent en fait sur des conceptions qui sont un peu occidentales, exogènes. Vous voyez, la plupart du temps, on parle de croissance. Ces conceptions-là mettent souvent en avant les chiffres. Récemment, le président de l'Assemblée nationale, en s'adressant au Premier ministre, l'a interpellé en disant que, bon, vous parlez de PNDS, vous parlez de chiffres de croissance, mais le panier de la ménagère ne ressent pas cela. Le citoyen lambda ne ressent pas ces facteurs-là. Et on voit qu'aujourd'hui, les problèmes de sécurité dans le Sahel se posent et beaucoup de gens situent ces problèmes-là dans le fait qu'il y a un chômage massif des jeunes qui n'ont pas d'activité, qui les amène à être recrutés facilement, sur la base de propositions de quelques centaines de milliers de francs. Et nous pensons que tous ces problèmes
de développement économique tient les sources du fait du système éducatif même. Je pense que ce n'est pas en aval qu'il faut initier des activités. Il y a différents fonds qui existent, mais je pense que dès l'amont, si vous voulez, depuis l'école primaire, il faut éduquer les enfants dans le sens de la création, de la créativité, de l'entrepreneuriat. De sorte que au niveau déjà, et également des métiers, de sorte que au niveau déjà, pas très avancé, CM1, CM2 déjà, l'enfant qui sort avec son CEP déjà, il a l'esprit vraiment d'entrepreneuriat déjà. Cela fait que lui-même, il peut créer des choses sans avoir besoin que l'État le force dans ces choses. Oui, mais je pense que peut-être que l'État n'a pas imaginé ça dès l'école primaire, mais entre-temps, je crois avec la mise en place des centres de formation professionnelle, c'est quand même quelque part un palliatif à ce que vous dites, n'est-ce pas? Oui, c'est juste, et c'est ce que nous encourageons surtout. Voilà, je reviens un peu à la source pour faire comprendre ce besoin qui est assez urgent de mettre l'accent sur l'école primaire tout en favorisant toujours ces centres de formation dont l'État est en train de faire la promotion. Oui, monsieur le SP, vous voulez oui. Oui, je voulais bien réagir par rapport à ce qu'il a dit. D'accord, brièvement. Oui, brièvement, je suis d'avis qu'il ne faut pas en cours de chemin essayer de faire en sorte que tous les enfants deviennent de bons entrepreneurs et que si on commence dès le bas âge, on a beaucoup de chances d'avoir des résultats plus probants. Et là, dans le cadre du PNDS, cette préoccupation est bien prise en compte puisque dans le cadre du PNDS, la logique même de l'éducation a un peu évolué. On parle maintenant d'éducation et de formation dans ce sens qu'on intègre depuis le bas âge en fait les préoccupations de formation technique et professionnelle. Si vous faites attention à l'architecture même des ministères, vous allez voir que on a récupéré, en plus on a davantage recentré la formation professionnelle dans l'éducation. Donc cette préoccupation est en train d'être prise en charge, mais il faut du temps pour que ça porte effet. Voilà. Bon, je ne suis pas non plus sûr que c'est la solution en termes d'instruments est exogène, parce que c'est des Burkinabés qui travaillent là-bas, et je suis convaincu que s'ils ne regardaient que les critères occidentaux, peut-être qu'ils allaient fermer. Mais c'est des critères propres qu'ils ont conçus qui leur permettent d'intervenir. Bon, je vais laisser madame. Effectivement, je pense que madame oui, tout à fait, parce que à entendre monsieur Diarra, c'est comme si on est là et puis on prend un modèle quelque part et puis on plaque sur nos économies. En fait, ça peut pas fonctionner comme ça. De toutes les façons, même si on le fait comme ça, de cette façon, l'existant sur le terrain va nous ramener à la réalité. Donc, pour ce qui concerne le FAPE, par exemple, nous ne finançons pas que des entreprises qui sont de style européenne ou bien qui présentent les mêmes caractéristiques que les entreprises européennes. Nous finançons l'artisanat. L'artisanat burkinabé ne peut pas se comparer à l'artisanat dans les autres pays. Vous voyez, nous finançons l'agriculture. L'agriculture chez nous ne peut pas se comparer à l'agriculture dans d'autres pays. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect sur lequel j'émets des doutes quant à son développement, ça concerne l'éducation. L'éducation, c'est vrai. Moi, je dirais, on peut former les enfants, les jeunes aujourd'hui à être plus tard indépendants. Mais toute personne qui est indépendante n'est pas forcément un entrepreneur. Nous, les promoteurs que nous avons au sein du FAPE et qui sollicitent nos financements, la plupart d'entre eux sont des gens qui ont déjà une activité. Mais quand nous les finançons, nous sommes souvent obligés de les former en entrepreneuriat. C'est pour éviter les taux de perdition, les taux de mortalité des entreprises qu'on finance, pour qu'ils se soient pérennes et qu'ils apprennent plus tard à, entre griffes, voler de leurs propres ailes. Ensuite, si on se concentre uniquement sur ceux qui sont en bas âge aujourd'hui, mais il y a toutes ces personnes qui sont déjà matures, qui sont déjà adultes, qui sont déjà sur le terrain, qui n'ont pas eu cette formation-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Et c'est là où les fonds interviennent. Ceux qui ont l'initiative d'entreprendre, mais qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, ils peuvent s'adresser aux fonds. Il y a plusieurs fonds au sein du MJFIP, le ministère de la Jeunesse, de la formation. Voilà. Il y a 4 fonds
3 fonds pour les financements et 1 fonds pour la formation professionnelle. Donc ces gens-là, il y en a qui ont les moyens, mais qui n'ont pas la compétence. Ils peuvent s'adresser au fonds qui est chargé de la formation professionnelle. D'autres ont la compétence, ils n'ont pas les moyens, ils peuvent rechercher des financements. Donc quelque part, il y a une complémentarité. On ne peut pas se baser uniquement sur la base, alors que au-dessus de la base, il y a des gens déjà qui existent et qui sont une très grosse partie de la population. C'est des jeunes qui sont déjà là, qui veulent se prendre en charge, et nous, on est là, on intervient justement pour ces personnes-là. Alors, M. Diarra, je crois que vous voulez réagir aussi, mais en réalité, quand vous parlez par exemple de commencer depuis la base, dès l'école primaire, alors à supposer qu'effectivement on parvienne à le faire, donc impliquer donc l'esprit entrepreneurial depuis l'école primaire, et que les gens, donc les enfants, poursuivent les études avec cet esprit-là, est-ce qu'il n'y aura pas un problème, justement, puisqu'on parle de concurrence, est-ce qu'il n'y aura pas un problème à l'avenir? C'est-à-dire, si par exemple la majorité deviennent entrepreneurs, est-ce qu'il sera facile de gérer? Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ici, on a parlé de compétitivité. La compétitivité s'appuie sur plusieurs choses. D'abord, la diversification. D'abord, il y a aussi les prix. Quand on veut être compétitif, on produit différents produits. Voilà, on fait différentes offres. On se spécialise dans le domaine, on diversifie aussi des produits et également on joue sur les prix. Ça, c'est d'un premier point de vue. À ce niveau, il n'y a pas du tout de problème. Le second point que je vais soulever en réaction à ce que Madame a dit, en réalité, c'est une vue en fait sur une longue échelle que j'ai essayé de développer pour dire qu'il faut avoir une vision structurelle du développement. Mais cela ne veut pas dire que j'ai sacrifié en fait la population majeure actuellement, d'autant plus que j'ai parlé en fait du problème de sécurité en fait au Sahel. Ça veut dire que ça concerne les jeunes aujourd'hui et même les adultes. Maintenant, un autre point que je vais développer dans le cadre de certains de ces programmes, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas un financement en fait interne. Voilà, sur la base des ressources propres, des ressources de l'État, sur la base des sources endogènes, internes en fait, de ressources qu'on finance en fait ces activités. La plupart du temps, ce sont des financements extérieurs, la Banque mondiale, le FMI, etc. De ce fait, nous sommes souvent soumis au diktat de ces entreprises. Par rapport à certaines de nos priorités que nous avons, ils peuvent venir changer d'orientation. Je connais beaucoup d'exemples que je ne vais pas forcément citer ici, mais ça existe. Merci bien. Nous allons observer une pause musicale avant donc de revenir à notre émission. L'échec nous enseigne que de notre Coran est né la guitare, mais n'ont jamais eu le même son. Que de notre flûte est née la trompette, mais n'ont jamais eu le même son. Notre balafon c'est leur piano, mais ils n'ont jamais eu le même son. Notre guembé c'est leur batterie, mais ils n'ont jamais eu le même son. Donc réveillez-vous, 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 car c'est pas trop tard. Alors, retour ici au studio de Radio B24 sur le thème développement économique et soutien des entreprises nationales. Quelle stratégie face à la concurrence des multinationales? Nous sommes au studio avec Monsieur Idrissa Diarra, politologue, géographe et panafricaniste du mouvement fédéraliste panafricaniste africain pour la création des États africains unis en moins d'une génération. Madame Yamego Mbika Irène, économiste, responsable du service des études des dossiers de financement au Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, FAPE. Monsieur Alain Siri, économiste financier spécialiste des politiques de développement, secrétaire permanent du PNDS, Plan national de développement économique et social. Alors nous signalons que nous avions aussi invité la Ligue des consommateurs et la Maison de l'entreprise qui ne sont pas représentés aujourd'hui à cette émission. Alors chers invités, les entreprises nationales sont-elles solides face aux géants donc venus d'ailleurs qui ont envahi le marché burkinabé? Qu'est-ce qui fragilise plutôt donc nos entreprises ici au niveau national? On va commencer par Madame du FAPE.
Merci. Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes. On va commencer par les facteurs internes. Déjà, pour s'attaquer au marché international ou pour faire face aux multinationales qui viennent d'ailleurs, donc on est déjà sur le commerce international, il faut déjà que nos entreprises internes prennent une certaine dimension qui leur permette de satisfaire la consommation locale ici au Burkina. Nous ne connaissons pas de société burkinabé malheureusement qui puisse répondre à ces critères-là. Ensuite, il y a plusieurs autres facteurs que les entreprises soulèvent qui sont liés au coût de l'énergie, au coût de la main-d'œuvre, à la qualification de la main-d'œuvre, aussi à l'environnement. Les collègues du MINEFI ne seront peut-être pas très d'accord, mais l'environnement fiscal joue beaucoup aussi. Et quand on voit que les multinationales viennent chez nous s'installer et occuper une bonne partie du marché, c'est simplement parce que non seulement ils ont la qualification, mais souvent aussi la technologie qu'il faut, l'expertise qu'il faut, l'expérience, et certaines d'entre elles ont des subventions de leurs États. On n'en parle pas souvent, mais ça existe aussi, et c'est souvent des structures qui ont déjà accumulé des richesses énormes et qui sont à la recherche de nouveaux marchés, qui viennent et qui imposent leurs lois. Peut-être même pour ajouter, je pense que souvent aussi ils ont des facilités fiscales. Oui, aussi, oui, comme on a à l'exportation, par exemple. Voilà. D'accord. Messieurs les SP, oui, bon. Fragilisent nos entreprises nationales. Est-ce qu'elles sont suffisamment compétitives? Je me retrouve dans les propos de Madame Yameogo que effectivement il y a, on peut dire comme ça, deux paquets donc de facteurs, les facteurs internes et les facteurs externes. Pour ce qui concerne les facteurs internes, ce sont en fait les coûts structurels de l'économie burkinabé. Je les ai évoqués tantôt. Donc, Burkina est un pays où tout coûte cher. Tous les facteurs de production, en fait, l'énergie, les routes pour transporter, les TIC, donc télécommunications, Internet, même la main-d'œuvre qualifiée, puisqu'il n'y en a pas. Alors qu'on en a besoin donc pour faire tourner les entreprises, en tout cas pour les entreprises qui doivent exporter par exemple, ils ont besoin d'avoir du personnel qualifié. Donc voilà, il y en a des facteurs comme ça, plus évidemment la fiscalité qui peut être peu avantageuse. Bon, je dis pas que celle du Burkina l'est, parce que quand on regarde les résultats des indicateurs de fiscalité, on a tendance à dire que non. D'accord. Et les facteurs externes, donc c'est les politiques des autres pays qui peuvent être des politiques interventionnistes qui donnent plus de subventions donc à leurs entreprises. Ça permet à leurs entreprises d'être compétitives donc sur le marché international. Être compétitif, c'est être en position de placer de plus en plus de produits sur un marché donné, un marché international. Donc voilà les deux paquets de contraintes, de facteurs qui expliquent. J'allais ajouter l'innovation aussi. D'accord. Il manque... oui, la recherche, l'innovation. L'innovation, surtout non seulement la recherche, mais même sur le plan artisanal, on fait toujours les mêmes choses. Oui. On a l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. L'innovation dans les process, dans la procédure, oui. J'étais en train de le mettre dans la compétence en fait des ressources humaines, mais c'est bon de préciser la chose. D'accord. En tout cas, au niveau national, plusieurs entreprises se créent et puis meurent quelque temps après. On ne sait pas, on se pose la question, qu'est-ce qu'il en est, quel est le problème? Monsieur Diarra, est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos? Bon, tout de suite, les participants, Monsieur Siri et Madame Yameogo, ont évoqué des raisons exogènes et des raisons internes. Globalement, je suis d'accord avec ces raisons. Et également, on peut rentrer dans les détails pour examiner certains aspects. Il y a un aspect qui n'a pas été largement abordé, notamment la question politique. Quand vous prenez certains pays comme la Chine, voilà, ce sont des pays qui sont partis d'un système politique qui a concentré les efforts sur l'innovation interne, les options internes avant de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, je pense que ce sont des exemples des étapes par lesquels nos pays auraient pu passer. Mais en lieu et place de ces options, nos pays s'ouvrent au monde d'une certaine façon. De ce fait, nous sommes envahis par les produits externes. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes dans le suivisme. Voilà, nous suivons les vagues à la mode.
tout de suite, les présidents américains, quand il est venu, Donald Trump, quand il est venu, il a remis en cause, en fait, tous les accords internationaux, en fait. Et quand une chose les arrange, en fonction de leurs intérêts, ils sont en mesure de remettre en cause même les accords, en fait, du commerce international, de l'OMC. Oui. Alors que nous ne suivons pas ces exemples-là. Nous sommes soumis. Mais est-ce qu'un pays peut se refermer sur lui-même? Bon, je ne dis pas qu'il faut en tout cas polémiquer sur la question de Donald Trump. Les accords se font de pays à pays. Oui. Alors, un président, populaire soit-il ou impopulaire soit-il, ne peut pas venir remettre en cause tous les accords parce que le précédent les avait signés en tenant compte justement des intérêts du pays. Mais en fait, c'est pour peut-être parler un peu du fait qu'on s'ouvre, que nos pays s'ouvrent à l'aveuglette, j'allais dire, à l'extérieur. C'est par exemple les APE, les accords de partenariat économique que beaucoup de pays africains sont en train de vouloir signer, sans véritablement, à mon avis, chercher à savoir véritablement les conséquences profondes même que ces accords-là peuvent avoir sur les entreprises nationales, par exemple. Oui, justement, en fait, j'allais en venir. Par exemple, quand nous prenons nos pays, là, les frontières sont poreuses. Aujourd'hui, si tu veux aller aux États-Unis avec 6 millions, c'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer aux États-Unis avec plus de 6 millions sans l'avoir déclaré. Même si tu ajoutes 5 francs dessus et que tu ne déclares pas ces montants-là, on va t'accuser de fraude financière, fraude fiscale, etc. Mais les étrangers pénètrent l'Afrique, pénètrent nos pays sans aucun de ces contrôles. Donc, il faut un système, des textes qui nous permettent de maîtriser nos frontières, dont les produits même qui arrivent dans nos différents pays. Tout de suite, nous sommes actuellement au mois de Ramadan. Tu pars dans les boutiques, il y a de fortes probabilités que le sucre extérieur soit plus visible que le sucre du Burkina Faso. Donc très rapidement, le consommateur, il sera tenté de prendre le produit qui est plus visible et aussi qui est au même prix également. Je vais ajouter d'autres petits facteurs rapidement. Il y a le facteur énergie qui est très très important. Pour tous ceux qui ont fait des analyses sur la situation des entreprises au Burkina, c'est l'énergie qui est le problème de l'énergie qui est le handicap majeur. Nous avons des énergies renouvelables comme l'énergie solaire sur lesquelles il faut que nos États fassent vraiment de l'effort parce que c'est gratuit dans nos pays. Donc je reviens une fois de plus sur ces facteurs-là. Il y a une douzaine de projets d'énergie solaire dans le PNDS. Renverser cette donne-là. Donc je reviens une fois de plus sur l'aspect des compétences techniques qu'il faut vraiment voir pour que nos différentes entreprises soient vraiment compétitives. D'accord, je pense que les SP... Oui. Donc sur la question de l'énergie, je voudrais quand même dissiper un peu ces inquiétudes. Pour l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, il y a plus d'une douzaine même de projets de construction d'infrastructures, d'usines solaires, dont un va être lancé d'ici le mois d'octobre, la centrale de Zaktuli, qui va injecter environ 33 MW dans le réseau de la Sonabel, mais il y en a d'autres qui vont suivre en termes d'objectifs en fait de production de l'énergie. L'ambition est de tripler en 5 ans la puissance installée, de partir de 300 MW en 2015 à plus de 1000 MW. Voilà l'objectif. Donc je pense qu'on va l'atteindre. On va l'atteindre. Et sur la question du protectionnisme, je suis nuancé. Je sais qu'aucun pays développé dans ce monde-là ne s'est développé par l'ouverture totale. Il y a des vagues. À un moment donné, ça t'arrange d'ouvrir, à un moment donné, ça t'arrange de fermer un peu, de serrer un peu. Et je me dis que dans le cadre des négociations sur les APE, les accords de partenariat économique et social, la commission de l'Union, de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest africaine, comme la commission de la CEDEAO, ont mis leurs experts sur ces questions et qu'ils ont réfléchi énormément. Et je sais que grâce à l'action donc de ces experts-là, il y a une 4e bande tarifaire qui a été convenue avec l'Union européenne. Dans le projet initial, il n'y avait pas ça. Mais lorsque les africanistes parlent, ils ont l'impression que ceux qui sont du côté de l'administration, ils ne font qu'avaler. Mais non, c'est un projet qui a été discuté point par point. Ce qui a été accepté, c'est de dire que on va augmenter les taxes sur les trucs d'alimentation et on va diminuer les taxes sur les équipements. Parce que
même si tu mets les taxes sur les équipements, les tracteurs, tu ne peux pas les produire pour le moment ici. Donc, ça ne nous arrange pas circonstanciellement. Et dans le cadre des accords actuels, il y a ces éléments-là, je voulais dire. Oui, alors, en fait, généralement, on reproche à l'administration de favoriser plutôt, en fait, les accords de haut niveau. Alors que tout de suite, peut-être à côté, il y a des problèmes auxquels on aurait pu trouver des solutions. Alors qu'au lieu d'aller chercher des solutions ailleurs, en fait, c'est ça surtout, madame. Est-ce que... en fait, pour ce qui concerne les accords de haut niveau, c'est bien qu'on en parle, mais moi, je pense que là-bas, on ne peut pas véritablement peser dessus parce qu'il y a le poids de la nation qui veut, en fait, l'importance déjà économique de la nation qui veut changer quelque chose dans les accords, c'est important. Si vous êtes une dizaine de nations, une dizaine d'économies pour le même accord et que cette économie, ça les arrange, je parle du nombre d'économies, sont pour les accords tels qu'ils ont été établis et que nous, par exemple, qui sommes burkinabés, on est dans les trois que ça n'arrange pas, vous voyez qu'il y a un rapport de force qui est en notre défaveur, forcément. Maintenant, en notre défaveur, est-ce que ça veut dire que tous les accords, tout ce qui a été décliné dans les accords, est-ce que ça nous arrange? Ça ne nous arrange pas ou il y a quelques petites choses quand même qui nous arrangent? Là, ça devient un peu délicat parce que comme c'est des accords sur plusieurs pays, on ne peut pas modifier des clauses simplement pour la convenance d'une ou deux nations. Mais il nous revient à nous-mêmes, à la partie interne maintenant, sans tenir compte de ces accords-là, de trouver des solutions aux problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec ces accords. Et là, je suis d'accord avec ce qu'il dit. On a parfois l'impression que ça tarde à venir. Mais il faut aussi tenir compte du fait que dans un État, il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte que quelquefois, la solution n'est pas toujours évidente. Nous, on voit les choses d'un côté, mais quand on voit globalement, parfois, favoriser un secteur peut produire l'effet contraire dans un autre secteur. Et je pense que, il faut parfois prendre ça avec un peu de nuance. Oui, la solution n'est pas évidente, mais on va tenter donc de trouver une solution. Toujours, bien sûr. Trouver donc des solutions à la compétitivité de nos entreprises nationales. Alors, plusieurs entreprises étrangères multinationales sont présentes au Burkina Faso dans divers domaines. Voilà, on peut citer les routes, les BTP, la téléphonie, la téléphonie, les finances, même l'assurance, entre autres. Et la concurrence avec les entreprises nationales est assez difficile. Alors, quelle stratégie adopter pour faire face à cette concurrence que les multinationales imposent à nos entreprises nationales? Ou plutôt, quelles sont donc les solutions envisageables en vue de rendre plus compétitives nos entreprises au niveau national? Monsieur Siri. Les solutions, au niveau structurel, donc je l'ai déjà dit, c'est le cœur même du plan national de développement économique et social, donc briser les obstacles structurels, amener plus d'énergie, réduire le coût de l'énergie, le prix d'achat de l'énergie pour les entreprises, l'énergie haute tension, mettre des routes de qualité pour désenclaver le pays. Donc, par exemple, vous avez cette fameuse autoroute Ouaga Féréké-Sédougou, refaire en fait, réhabiliter le rail, etc. Mettre comment on appelle ça, la fibre optique pour accéder à l'internet haut débit. Donc, vous avez vu les tranchées partout. Le chantier est en marche. Donc, il y a ça. Il y a aussi accroître l'offre de financement, donc par la création de plus de banques. Plus il y a de banquiers, le prix auquel ils vendent l'argent va être faible. Donc, et des banques spécialisées dans les domaines qui sont peu couverts par le financement, l'agriculture, les PME, une banque de PME, une caisse de dépôt et consignation, renforcement des fonds nationaux. On a des stratégies comme ça, mais également donc au niveau de la coopération entre nos entreprises et les autres entreprises, donc ajuster par exemple le texte sur le partenariat public et privé, qui sont donc des partenariats qui vont couvrir des projets très importants, donc de volume d'argent très important, donc injecter la nécessité ou l'obligation pour ces entreprises étrangères, les grosses multinationales, de coopérer avec nos entreprises dans le cadre de l'accomplissement de ces contrats de PPP. Donc, une série donc, de mesures comme ça pour entraîner nos entreprises à la grande compétition et partager la connaissance des autres entreprises. D'accord. Madame, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents fonds justement dans le cadre justement de la promotion de
l'entrepreneuriat national? Oui, pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est pas seulement un concept. Je dirais que c'est pas facile d'être un entrepreneur. C'est pas facile de tenir une entreprise parce que l'environnement compétitif est plutôt un avantage pour les entreprises et surtout pour les consommateurs. Le fait d'être confronté à d'autres structures qui font la même chose que vous oblige à revoir votre politique, à revoir votre production, à revoir vos services. Et ça fait que, en économie, Monsieur Cyril a dit tout à l'heure, tout le monde le sait, plus un produit est rare, plus il est cher. Et plus il est courant, moins il est cher. Donc ça arrange le consommateur. Alors que on a tendance à constater que au Burkina Faso, les entreprises s'épient les unes les autres et personne n'ose faire le pas pour faire la différence. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle d'innovation. Innovation dans la façon de faire, innovation dans la catégorie des produits qu'on offre, innovation dans l'approche même qu'on a de la clientèle. Le débat des hommes intègres, c'est tous les dimanches de 14h à 15h sur votre radio en ligne, la radio B24. Beaucoup ont des idées, ils ont même le financement, ils créent des entreprises, mais les entreprises ne tiennent pas. Pourquoi ? Parce que parfois ils ont du mal à faire face à la compétition. Parfois, les connaissances sont limitées. On atteint un certain niveau. Au-delà de l'aspect entreprise traditionnelle ou familiale qu'on connaît, on n'arrive plus à s'en sortir. On fait face aux lois du marché, aux lois financières, aux lois économiques et ça devient compliqué, on va dire ça. Donc, à mon avis, la formation même de nos entrepreneurs, une fois qu'ils sont déjà engagés sur le terrain, est importante. Jusqu'à quel niveau on veut qu'ils s'élèvent? Ceux qui sont aujourd'hui des multinationales, ils se sont formés, ils ont pris les compétences qu'il fallait au moment où il le fallait. À un certain moment, il faut changer d'orientation, il faut changer de façon de faire et tout ça, c'est important. Ce sont des éléments qui permettent à une entreprise de se développer. En dehors, évidemment, des facteurs macroéconomiques que M. Siri a décrit tout à l'heure, il y a des facteurs microéconomiques qui sont propres à certaines entreprises, à certains secteurs d'activité même, qu'il va falloir changer, modifier. Et à ce niveau-là, ce sont les acteurs eux-mêmes qui peuvent mettre en avant les principales difficultés qu'ils ont. C'est pas seulement le problème financier, parce que nous constatons, en finançant les entreprises, il y en a qui reçoivent le financement qu'ils ont sollicité. Ils peuvent demander 5 millions, on leur accorde les 5 millions, mais à la longue, l'entreprise ne survit pas. Et quand on cherche à savoir pourquoi, il y a plusieurs raisons. On a demandé 5 millions pour faire une chose et on a fait autre chose avec les 5 millions, donc on appelle ça le détournement de l'objet du prêt. C'est des facteurs qui causent la chute des entreprises, la gestion, le management, le facteur humain, tout ça, c'est des choses qui, effectivement, en fonction du secteur d'activité dans lequel on se trouve, les choses diffèrent. Dans certains secteurs, c'est un peu plus criard, mais le financement n'est pas l'unique raison pour laquelle les entreprises ne perdurent pas. Nous sommes là pour accompagner, mais nous constatons que parfois, malheureusement, avec les financements, ça ne suffit pas. Monsieur Diarra, comment peut-on donc accompagner nos entreprises nationales pour qu'elles ne meurent pas, pour qu'elles puissent donc faire face à la concurrence des multinationales? Merci. Je voudrais d'abord relever l'enjeu de cet aspect-là. La concurrence, en fait, des entreprises nationales face aux multinationales, surtout étrangères. Et je fais une catégorisation. Je distingue les multinationales qui sont africaines et les multinationales qui sont carrément étrangères, en fait, à l'Afrique. Et l'un des enjeux, c'est quoi? C'est que dans la division internationale du travail, ces multinationales, en réalité, cherchent un enjeu qui est souvent patriotique. Voilà, c'est leurs intérêts que ces multinationales recherchent et c'est pour le bénéfice de leur propre pays et non le bénéfice de nos pays à l'interne, ici au Burkina Faso particulièrement. Je vais prendre un exemple. Quand les Chinois viennent ici pour faire certains investissements, ils viennent avec leurs employés chinois. Vous voyez? Et cela va vraiment à l'encontre des intérêts de notre pays. La deuxième chose que je vais dire comme enjeu également, c'est que lorsque ces multinationales s'implantent jusqu'à avoir une certaine envergure au détriment de nos entreprises nationales, si nos entreprises nationales meurent, à partir d'un certain moment, le pays en fait
dépend fortement de ces multinationales qui peut à tout moment dicter au pays ce qu'elles veulent en fait. Et ça, c'est vraiment très très dangereux pour la souveraineté de nos nations. D'où toute l'importance effectivement de discuter de cet enjeu-là. À ce titre, je pense que... On va demander d'aller un peu plus vite. Voilà. À ce titre, je pense qu'il appartient en fait à nos États de voir l'enjeu stratégique et de ne pas accorder trop facilement ou bien des facilités trop importantes à ces multinationales qui ne profitent pas du tout justement à nos pays en tant que tels. Bon, globalement, je pense qu'il faut aussi mettre en place des mesures qui amènent ces multinationales-là à transférer en fait un certain nombre de compétences. Parce que ces multinationales sont des structures qui sont totalement fermées, qui viennent avec leurs compétences et qui ne sont pas disposées à partager ces compétences-là. Ça fait que, bon, ça ne participe pas vraiment au développement de la technologie au niveau interne. D'accord, merci. Nous sommes en tout cas presque au terme donc, de notre émission. Nous allons donc accorder peut-être quelques secondes, sinon 1 minute à chacun d'entre vous, donc pour aborder un aspect de la question que nous n'avons pas pu donc aborder. Je pense que là, il y avait une préoccupation de M. Diarra sur le financement des PME dans le cadre des fonds. De plus en plus, et avec le PNDS, je dirais même avant l'adoption du PNDS, donc l'État a accru la part de financement dans les fonds nationaux. Et justement, je disais que récemment, le 19 juin dernier, son Excellence M. Paul Kabatieba, Premier ministre du Burkina, a lancé officiellement un nouveau programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes qui va injecter environ 5 milliards et demi de francs CFA dans 4 fonds pendant 3 ans, 5 milliards et demi par an pendant 3 ans. Donc ça fait partie donc de l'accompagnement que l'État est en train d'apporter aux entreprises, au développement de l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà, moi je voulais rajouter, en fait, les financements que nous les accordons parce que ce qu'on voit derrière l'aspect offrir du crédit, c'est le retour, c'est l'impact sur l'économie nationale. Lorsque nous finançons, nous donnons de l'argent pour que les gens travaillent avec cet argent-là. En retour, ces personnes doivent rembourser. Quand ils remboursent, cet argent-là, en plus des intérêts que l'argent a produit, cet argent est réinjecté dans le circuit économique par le biais de crédits qu'on donne à de nouveaux demandeurs. Et c'est comme ça que la richesse se crée. Si je veux parler du FAPE, je dirais que le FAPE existe depuis 2000. Et jusqu'à ce jour, c'est environ 7 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans l'économie nationale. Mais il faut que ces personnes à qui on prête travaillent avec cet argent. Il faut que ces personnes remboursent l'argent pour que d'autres encore puissent bénéficier des sommes peut-être plus importantes et qu'on puisse voir à terme les effets escomptés sur l'économie nationale. Quand on crée de la richesse, ça profite aux hommes. Et quand les hommes ont de l'argent, ça profite aux femmes et aux enfants, à toute l'économie. Et normalement, on devrait voir la situation s'améliorer. Voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif quand on fait du crédit. C'est de renforcer, d'améliorer la richesse nationale et surtout les hommes qui vivent dans la nation. D'accord. Monsieur Espé, je vais vous accorder 1 minute pour aborder un aspect de la question qu'on n'a pas pu donc aborder et que vous souhaiterez donc partager avec nos auditeurs. 1 minute. C'est dire que la question de la promotion de l'entrepreneuriat est véritablement au cœur du plan national de développement économique et social et que le train de mesures en fait en faveur de l'entrepreneuriat ne fait que commencer, que d'année en année on va poursuivre donc l'innovation en la matière et de manière à booster véritablement notre économie et à accélérer le rythme de croissance de la richesse nationale pour le bien-être de tous Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Je vous remercie. Monsieur Diarra, que moi je voudrais dire en termes de conclusion, c'est que de plus en plus l'argent, les ressources financières sont importantes, sont omniprésentes dans tout développement, dans nos pays, surtout avec la mondialisation. Donc à ce titre, je voudrais inviter les autorités à une très bonne gouvernance des ressources souvent minières, minéralières,
qui sont des sources vraiment épuisables, et d'injecter ces fonds-là, ces ressources-là, dans les ressources humaines, dans les facteurs humains, dans les compétences humaines qui sont plus durables, qui peuvent nous permettre effectivement de développer nos entreprises en tant que telles. Parce que la division internationale du travail est sans pitié. Nos pays, l'Afrique, est vue comme une source vierge pour l'exploitation des ressources au profit de l'extérieur. Et pour finir, je vais illustrer par ce propos de Jean Boudin au XVIe siècle qui affirmait que au sujet des rapports entre les grands et les petits, entre les multinationales et les PME, les entreprises nationales, Jean Boudin affirmait au XVIe siècle ici, je cite, « La grandeur d'un prince, à en bien parler, n'est autre chose que la ruine ou diminution de ses voisins, et sa force n'est rien d'autre que la faiblesse d'autrui. » Donc, il faut prendre bonne note de cette citation. Merci bien. Madame Yamiogo, qu'est-ce que vous avez à ajouter au-delà donc, de ce que nous avons déjà dit au cours de cette émission, donc pour conclure? Ce que je veux ajouter, c'est que le gouvernement burkinabé fait de grands efforts, il faut le reconnaître, pour promouvoir l'entreprise, pour vraiment créer des richesses nationales. Et c'est une activité qui doit normalement interagir avec les populations. Les fonds nationaux sont là pour accompagner et nous allons mettre l'accent sur les suivis des promoteurs que nous finançons, mais pas seulement pour le remboursement, mais aussi pour les conseiller, quant à pas comment il faut arriver avec son entreprise à se développer. Et je pense que c'est un ensemble de choses qui ne peut profiter qu'à tout le monde. Voilà, nous attendons donc de la part de ces personnes à qui nous nous adressons, nous attendons de leur part de l'honnêteté, en retour qu'ils nous fassent part de leurs difficultés. Ensemble, nous allons toujours trouver un terrain d'entente et nous trouverons des solutions, nous allons apporter des solutions, des propositions de solutions pour le meilleur de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Le débat des hommes intègres consacré donc au développement économique et soutien des entreprises nationales, quelle stratégie face à la concurrence des multinationales s'achève. On contribue donc à l'animation de cette émission M. Alain Siri, secrétaire permanent du PNDS. Il est économiste financier et spécialiste des politiques de développement. Madame Yamego Mbika Irène, économiste responsable du service des études des dossiers de financement au FAPE, Fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Et M. Idrissa Diara, politologue, géographe et panafricaniste. Il est du mouvement fédéraliste panafricaniste africain pour la création des États africains unis en moins d'une génération. À la présentation, Brema Lankwande, ce numéro du débat des hommes intègres sur la radio B24 s'achève ainsi. Merci à vous, les chers invités. Merci également à nos auditeurs pour la fidélité et également merci à l'administration pour l'accompagnement dans la réalisation de cette émission. On se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro du débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres, une émission de décryptage sur les grands sujets du moment. Le débat des hommes intègres, c'est sur la radio B24.